Chavakès, la présidente de la Province Sud, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation à votre retour effectivement de métropole où vous avez eu de très nombreux rendez-vous. Un mot tout de suite sur la nomination du Premier ministre Michel Barnier. C'est un bon choix selon vous? Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous d'abord parce que c'est un Premier ministre de droite, qu'il a toujours été très clair sur les Outre-mer et sur le fait que les Outre-mer français participent à la grandeur de la France. Donc plutôt rassuré sur son positionnement à la base, même si le président de la République m'a indiqué qu'il souhaitait garder ce dossier comme un dossier présidentiel. Je ne doute pas que le Premier ministre s'y impliquera évidemment. Voilà, ça va remonter à Matignon quand même un peu le dossier calédonien, comme on ne le sait pas encore. On verra, ça dépendra sans doute de la composition du gouvernement et du monsieur-madame Outre-mer. Alors vous avez rencontré beaucoup de personnalités politiques en métropole, vous êtes également exprimé beaucoup dans les médias nationaux. À chaque fois, vous avez expliqué que la Calédonie était dans une situation catastrophique. C'est la réalité d'une part, et d'autre part, il y avait besoin de le répéter à Paris, le dossier est un petit peu oublié. Oui, il y avait besoin de le répéter parce qu'ils sortent en métropole d'une période particulièrement gaie, particulièrement exceptionnelle avec les Jeux Olympiques, de la pause estivale. Et c'est vrai que le dossier calédonien est sans doute passé un peu en arrière-plan. Donc il y avait besoin d'une part de rappeler notre situation qui effectivement est catastrophique, en particulier sur le plan économique, sur le plan également du vivre ensemble, en tout cas de la manière dont les Calédoniens se positionnent d'un point de vue sociétal aujourd'hui. Donc j'ai voulu rappeler la situation, j'ai voulu rappeler les urgences à tous les niveaux de l'État, que ce soit au niveau du président de la République évidemment, du gouvernement sortant, parce que un certain nombre de ministres continueront à avoir des responsabilités, que ce soit Gabriel Attal qui est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu qui est sénateur et qui restera peut-être ministre, ou Gérald Darmanin qui est député et qui restera peut-être ministre. Donc c'était important de pouvoir rappeler les éléments importants. J'ai vu également les deux présidents de chambre, donc le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, sur lesquels le président de la République veut s'appuyer pour le dossier calédonien. Donc je pense que c'était important de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont dites dans les médias nationaux, et je pense que c'était important de rappeler quelques vérités sur ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Et toutes ces personnalités vous semblent quand même encore sensibilisées au dossier calédonien, ça les intéresse, ils ont envie qu'on s'en sorte. Oui, c'est ce qui m'a agréablement surprise. D'une part, l'intérêt, c'est-à-dire que tous les gens à qui j'ai demandé des rendez-vous d'abord m'ont reçu, ce qui est dans le contexte politique national qui n'était pas forcément une évidence. Et d'autre part, un grand intérêt et beaucoup de volonté d'accompagner la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit l'étiquette politique, quel que soit le niveau de responsabilité. Donc plutôt rassuré par ça. Et puis également une conscience assez forte des difficultés politiques. On est sorti des postures qu'on avait quand on allait voir certains responsables politiques qui disaient mais vous avez qu'à trouver un accord. Oui, bah alors moi je leur répondais vous avez qu'à trouver un accord entre LFI et le RN pour faire un gouvernement et puis vous viendrez nous donner des conseils ensuite. Bon là on voit bien la difficulté de l'exercice, la difficulté avec l'explosion du FLNKS, les difficultés à sortir par le haut de ce dossier. On ne le regarde pas comme vous avez qu'à trouver un accord, vous n'êtes pas doué de pas le faire, quoi. Alors, parmi vos entretiens, effectivement, le président de la République qui vous a consacré près d'une heure, il s'occupe directement du dossier, vous nous le disiez. Il vous a parlé de beaucoup de choses, notamment sur l'aspect sécuritaire, l'ordre public, le retour à l'ordre public, avec peut-être des garanties sur Saint-Louis qui reste le point de blocage aujourd'hui. Oui, alors il me disait très clairement qu'avant de faire quoi que ce soit, c'était le retour à l'ordre public complet qui était sa priorité. Pas un préalable, mais presque. Donc on a fait le point sur les points durs qu'il reste, donc le nord de la côte Est évidemment, mais la situation de Saint-Louis, sur laquelle nous avons échangé un moment sur ce qui empêche une opération pour libérer Saint-Louis. Il m'a indiqué qu'il y aurait une réunion la semaine prochaine pour évaluer la situation et voir comment la faire évoluer rapidement, parce qu'il considérait comme chacun de mes interlocuteurs que la prise d'otage de 15 000 personnes depuis maintenant un peu plus de 120 jours est insupportable. Ça génère des situations sanitaires, économiques, personnelles, familiales absolument dramatiques. On a des gens qui se retrouvent à payer des loyers de l'autre côté pour pouvoir continuer à travailler, des familles dont les enfants sont dans des familles d'accueil de circonstances. Enfin, franchement, la situation peut pas continuer comme ça. Vous avez parlé économie également avec lui, une situation économique épouvantable pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que Bruno Le Maire va rester, lui, s'occuper du dossier depuis
apparemment, tout le monde a été très content depuis plusieurs semaines. Il y a quelqu'un d'autre qui va devoir se saisir du dossier. Alors, sauf surprise, Bruno Le Maire ne devrait pas rester. Je crois que c'est sa volonté de ne pas rester, mais tout est possible en politique. Ce qui était important pour moi, c'est que Bruno Le Maire laisse des consignes au service de Bercy. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué de travailler avec Bercy, on sait très bien, la France a des difficultés budgétaires énormes, et donc on sait très bien que Bercy essaye de faire des efforts, le maximum d'efforts pour limiter les dépenses. Sauf que Bruno Le Maire est très attaché à la Nouvelle-Calédonie, est très attaché à l'accompagner, et je voulais qu'avant qu'il parte, il les laissé dans les tuyaux un certain nombre de dispositifs lancés, de manière à ce qu'il ne soit pas remis en cause avec son successeur. Et c'est le cas, puisqu'ils ont débloqué, il y a eu un communiqué de presse vendredi sur les 130 millions d'euros supplémentaires qui ont été débloqués. Et au-delà, dans ce même communiqué, il y a l'entrée en matière du lancement des investissements publics. C'est ce qui est le plus important pour moi et que soutenait le président de la République, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on est dans des aides d'urgence, qu'on peut critiquer, qu'on peut considérer comme insuffisantes, mais il est urgent maintenant qu'on passe dans une phase de reconstruction. Et la reconstruction, elle commence avant tout par la reconstruction publique. Parce que le privé, pour reconstruire, sauf quelques exceptions, on a vu Decathlon qui va réouvrir, et je salue ceux qui ont le courage de se relancer, mais globalement, le privé, il attend les assurances, il attend une stabilité politique, parce qu'il n'a pas envie de reconstruire en se disant qu'il va rebrûler. Alors que le public, concrètement, les investissements publics, si on a les financements, on est capable de les lancer rapidement. Donc le secteur, ça peut être les investissements? Tous les secteurs, ça peut être des routes, ça peut être des bâtiments, ça peut être... vous savez que je travaille sur un dispositif de rénovation du logement social, puisqu'il n'est plus question de construire un seul logement social en province sud. Par contre, il est question de réhabiliter un certain nombre, je pense à Tuban par exemple, qui a été le fief d'un certain nombre d'affrontements. Tuban, je considère qu'il faut qu'on s'attaque à ces logements sociaux pour les rénover et pour, le cas échéant, en faire de l'accession à la propriété pour finalement attirer des gens qui ont dû parfois s'expatrier un peu loin de Nouméa alors qu'ils travaillent dans Nouméa et qui pourraient avoir accès à des appartements de très bonne qualité au cœur de Nouméa. C'est un exemple, mais l'investissement public, tout de suite, ça donne du travail à beaucoup de Calédoniens, et les plus de 20 000 personnes qui sont au chômage aujourd'hui ou au chômage partiel pourraient retrouver du travail et ne seraient plus ainsi indemnisées dans le cadre du chômage ou du chômage partiel. Le Congrès de la Calédonie a adopté récemment une résolution concernant un plan quinquennal avec la demande d'une aide de 4 milliards de la part de l'État. C'est réaliste? Disons que c'est le besoin réel qu'on aurait pour relancer la Nouvelle-Calédonie. 4 milliards d'euros, donc 500 milliards sur 5 ans, ça nous permettrait réellement de savoir qu'on va redonner du travail à la très grande majorité des Calédoniens. Moi, je ne me suis pas basée sur ce chiffre-là parce que pour l'instant, il n'est pas réaliste au niveau de l'État. J'ai simplement demandé à ce que ça commence vite parce que, je l'ai indiqué dans plusieurs médias, mais l'effondrement est imminent. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas brûlé ou qui n'ont pas été pillées, elles ont une baisse de chiffre d'affaires qui est telle, plus de 5000 entreprises qui ont plus de 50% de chiffre d'affaires, qui ont demandé le fonds de solidarité de l'État, mais celles qui n'ont pas accès au fonds de solidarité de l'État parce qu'elles ne perdent pas 50% de chiffre d'affaires, elles ont 40-45% de baisse de chiffre d'affaires, et on ne survit pas avec des baisses de chiffre d'affaires telles. Donc concrètement, s'il n'y a pas quelque chose qui est mis sur la table très vite pour relancer les entreprises qui sont encore en vie, ce sera l'effondrement. Et c'est ça que j'ai indiqué à Paris. La filière nickel, vous en avez parlé également à Paris. Et dans quel état est-elle? Notamment peut-être l'usine du Sud, il y a des perspectives de repreneurs? Oui, alors je regrette évidemment la fermeture de KNS, qu'on avait malheureusement vu venir. Là aussi, il parle de repreneurs, là aussi c'est crédible? Maintenant que les fours sont à froid, je pense qu'on n'aura pas de repreneurs tout de suite. Si on avait dû avoir des personnes intéressées, elles s'y seraient intéressées tant que les fours étaient en marche. Je pense qu'on aura peut-être un repreneur un jour, mais dans quelques années. Là, je ne vois pas quelqu'un se dire « Tiens, on a attendu que les fours soient froids pour reprendre ». Ça me paraît
assez peu crédible, malheureusement. Sur l'usine du Sud, on a un repreneur sérieux qui est resté repreneur sérieux malgré tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Non seulement qui est une société sérieuse, mais qui est sérieusement intéressée parce qu'il souhaite contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on a un espoir sur l'usine du Sud et sur la SLN. Pardon, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle Bory qui continue à vouloir maintenir son investissement en Nouvelle-Calédonie. On a cru un moment, moi la première, que Eramet voulait partir. Or là, j'ai trouvé un actionnaire avec Eramet vraiment très convaincu, d'une part que évidemment le minerai calédonien a un intérêt, mais d'autre part que la SLN et son process fonctionnent bien finalement, et que ce serait dommage de gâcher tout ça. Alors, beaucoup de choses dans l'actualité politique, même si vous n'êtes parti que quelques jours. La défaite de Roch Comitan à la présidence du Congrès, d'abord. Sont les partisans de la France qui ont gagné? C'est l'éveil océanien? Est-ce que c'est une bonne chose, le deal qui a été trouvé? Oui, ce qui était important pour nous, c'est que Roch Comitan ne reste pas président du Congrès. On a là quelqu'un dont on sait qu'il a au moins cautionné les violences. Il avait quand même indiqué devant la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale qu'on avait atteint notre quota de blancs en Nouvelle-Calédonie, donc des propos racistes qui ne sont pas dignes du président de cette institution. D'autre part, la situation à Saint-Louis, pour laquelle il a quand même une part de responsabilité qui ne se règle pas. Je pense qu'à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas rester quand on n'est pas capable de régler les problèmes. Donc c'était urgent pour nous que Roch Comitan soit remplacé. Il a été remplacé par Velma Falaeo parce que c'était le moyen effectivement que Roch Comitan ne soit pas renouvelé. Je pense que c'est une bonne chose. On a souhaité les uns et les autres dire à la nouvelle présidente du Congrès qu'on souhaite que le Congrès retrouve un certain niveau, parce que malheureusement les dernières séances, avec la présence de Maria Isabella Lutovica, qui maintenant n'est plus élue du Congrès, a quand même sali cette institution. Et puis le 43e congrès du FLNKS, alors un congrès très, très controversé, sans l'UPM, sans le PALICA. Est-ce qu'aujourd'hui le FLNKS existe encore? Est-ce qu'il a explosé? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je suis très inquiète, je pense que beaucoup de Calédoniens le sont, de cette situation du FLNKS. Le FLNKS a toujours été l'interlocuteur et de l'État et des non-indépendantistes pour les discussions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un FLNKS dont 2 des 4 partis historiques sont partis, ou en tout cas n'ont pas participé au dernier congrès, et ont indiqué ne pas cautionner les décisions qui y seraient prises. Donc on a un FLNKS qui est explosé, avec une décision qui relève de la provocation, celle de nommer Christian Théin à la présidence. Bon, c'est clairement pas un message ni d'apaisement, ni de volonté de trouver des solutions. Et j'y ajoute l'une des motions qui est de ne plus vouloir discuter avec nous, non-indépendantistes, mais qu'avec l'État. Tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, ceux qui aujourd'hui sont à la tête malheureusement du FLNKS, la CCAT, de nous faire partir par la terreur. Et aujourd'hui, ils considèrent qu'on n'existe pas, qu'ils n'ont pas à parler avec nous, mais simplement à négocier une indépendance avec l'État. Je trouve ça particulièrement triste de voir cette dérive du FLNKS, de l'UC en particulier, dont la devise était 2 couleurs, un seul peuple. Je ne vois pas bien aujourd'hui où sont les 2 couleurs et où est le peuple dont il parle, puisqu'aujourd'hui, il ne parle plus qu'à la frange extrême des indépendantistes. Dans ces conditions, la reprise des discussions que semble souhaiter toujours le président de la République, fin septembre, début octobre, ça vous paraît possible? On en a parlé avec le président de la République longuement. Il est très déterminé, me semble-t-il, à organiser une rencontre. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment il arrivera à réunir tout le monde, mais il a la volonté de le faire, il a la volonté de lancer en tout cas des invitations pour que nous puissions évoquer les différents sujets urgents. J'ai bien compris que je pense qu'on est aujourd'hui dans l'impossibilité d'organiser des élections avant le 15 décembre, l'impossibilité matérielle, mais il veut quand même acter un certain nombre de choses avant la fin de l'année, donc réunir tout le monde. Je pense qu'il en connaît les difficultés, on verra quelles sont les initiatives qu'il prend. Je crois aussi qu'il veut envoyer ici une mission pour essayer de trouver des points de convergence. On verra comment les choses évoluent. On parle d'une union des partisans de la France, on en parle souvent, mais ça semble avancer. Vous allez être capable de présenter un projet commun?
Alors oui, on s'est déjà réunis une fois en format de tous les non-indépendantistes. On se réunit cet après-midi. Aujourd'hui, tous les partis non-indépendantistes constitués, donc le Rassemblement, Génération, le Mouvement populaire calédonien, les Républicains calédoniens, je vais en oublier, le Rassemblement, sont sur la même ligne, c'est-à-dire une volonté d'organisation de type fédéral, avec une forme de double fédéralisme, avec un fédéralisme, ce qu'on appelle un fédéralisme interne, c'est-à-dire ce que j'ai appelé moi autonomisation des provinces, c'est-à-dire plus de compétences aux provinces, de manière à ce que chacun, compte tenu de nos différences en matière de vision de la société, que chacun, là où il est majoritaire, mette en place le projet de société auquel il croit. Donc aujourd'hui, tous les partis politiques non indépendantistes adhèrent à ça. Je compte dans non indépendantistes, je ne compte pas Calédonie Ensemble, évidemment, puisque je pense qu'ils sont aujourd'hui plus proches de l'éveil océanien et sur la volonté d'une indépendance association que sur la volonté de rester dans la France. Mais on est voilà, donc tous les partis sont calés. Il y a encore des discussions avec des personnalités politiques qui ne font pas partie des partis politiques avec lesquels on doit se caler. Nicolas Metzdorf fait partie de ces discussions. Bien sûr. Il va partir bientôt à Paris. Vous n'avez pas pu rencontrer le Premier ministre. Non. Lui, il va le rencontrer. Non, moi je suis partie jeudi soir, quelques heures après la nomination du Premier ministre. Il est encore en train de constituer son gouvernement. L'intérêt, c'est que Nicolas arrivera à Paris. Je pense le gouvernement sera constitué ou pas loin. Il aura l'occasion de prendre le relais pour aller rencontrer ceux que je n'ai pas pu rencontrer. Et vous restez là maintenant quelques temps J'ai pas l'intention de partir, sauf si on est invité à Paris. Sonia Backes, présidente de la Province Sud. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation.